Il y a des événements qui font la une des journaux. Et puis il y a ceux qui, sans bruit, redessinent l'ordre mondial. Le 12 décembre, pendant que l'attention médiatique restait focalisée sur les combats en Ukraine, une décision bien plus profonde a été prise dans l'ombre. Ce jour-là, la Banque centrale de Russie a officiellement déposé plainte devant un tribunal de Moscou contre Euroclear. Euroclear n'est pas une banque commerciale ni un fonds d'investissement. Mais c'est le plus grand dépositaire de titres d'Europe, la Russie réclamant ainsi l'équivalent de 230 milliards de dollars de dommages et intérêts. À première vue, cela peut sembler être un simple épisode juridique de plus dans le conflit russo-occidental. Pourtant, en réalité, il s'agit d'une attaque frontale contre le cœur du système financier occidental. Car cette plainte ne vise pas seulement la Belgique, ni même l'Union européenne. Elle vise une promesse fondamentale sur laquelle repose la finance mondiale depuis des décennies, la neutralité et l'inviolabilité des réserves souveraines. On peut se poser une question. Qui contrôle réellement l'argent des États? Et surtout, que vaut une réserve souveraine si elle peut être gelée, utilisée, puis contestée politiquement? Avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi cet événement est si explosif. Il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement Euroclear. Euroclear n'est pas une banque commerciale au sens classique. C'est une infrastructure systémique, un pilier invisible mais indispensable de la finance mondiale. Concrètement, elle conserve des titres souverains, elle règle des transactions interbancaires, elle sécurise des obligations d'État, d'entreprises, de banques centrales. Chaque année, des milliers de milliards d'euros d'obligations souveraines, de titres financiers et de règlements interbancaires transitent par ces systèmes. Son rôle et sa crédibilité reposent sur une promesse fondamentale: la neutralité, la sécurité et la prévisibilité. C'est une règle tacite mais absolue. Quels que soient les conflits politiques, les actifs qui y sont conservés restent protégés par le droit et la prévisibilité. Or, c'est précisément cette promesse et cette règle que la plainte russe vient mettre en doute. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir en arrière en février 2022. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés, dont le G7 décident de frapper Moscou. Frapper là où cela semblait inimaginable quelques années plus tôt, les réserves de sa banque centrale. En quelques jours, environ 210 milliards d'euros d'avoirs russes sont gelés en Europe, dont 185 à 193 milliards concentrés chez Euroclear, en Belgique. À l'époque, la mesure est présentée comme exceptionnelle, temporaire et réversible, conditionnée à l'évolution du conflit, censée exercer une pression politique sans franchir certaines lignes rouges. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour déclencher l'algorithme de YouTube. Merci. Cependant, très rapidement, une nouvelle réalité s'impose. L'Ukraine manque cruellement de financement. Selon le Fonds monétaire international, le pays fait face à un déficit de financement de plus de 135 milliards d'euros sur 2 ans, dont 63 milliards pour la période 2026 à 2027. L'Europe promet d'aider, mais ses marges budgétaires se réduisent, avec les dettes publiques qui explosent, ses opinions publiques se fatiguent et ses divisions internes s'accentuent. Confisquer directement les avoirs russes apparaît alors comme une solution, mais aussi comme un précédent juridique extrêmement dangereux, qui crée un précédent historique. C'est donc dans ce contexte que l'UE élabore ce qu'elle appelle un prêt de réparation. Le principe est simple en apparence. L'Union européenne fournirait jusqu'à 90 milliards d'euros à l'Ukraine en utilisant les avoirs russes gelés comme garantie. Officiellement, il ne s'agit pas d'une confiscation, puisque l'Ukraine ne rembourserait ce prêt que si la Russie versait ultérieurement des réparations de guerre. En réalité, c'est une utilisation politique d'actifs souverains étrangers. Juridiquement, la manœuvre se veut élégante. Politiquement, elle est explosive. Moscou comprend immédiatement ce qui est en jeu. Le timing est chirurgical. Le 12 décembre, le même jour où l'Union européenne décide de geler ses avoirs indéfiniment, la Banque centrale de Russie riposte. Elle dépose plainte à Moscou contre Euroclear, réclamant 18 200 milliards de roubles, soit environ 229 à 230 milliards de dollars, pour ce qu'elle qualifie d'activités illégales.
ce n'est pas un geste symbolique, c'est une stratégie. Car l'objectif de la Russie n'est pas seulement de récupérer cet argent. Il est surtout de forcer l'Occident à assumer le coût juridique et systémique de ses décisions. Contrairement à ce que certains responsables européens affirment, cette plainte n'est pas sans conséquences potentielles. Le tribunal d'arbitrage de Moscou a d'ailleurs précisé un point clé. Toute décision pourrait viser les actifs d'Euroclear, non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger, y compris dans des juridictions que la Russie considère comme amies, telles que la Chine, Hong Kong ou les Émirats arabes unis. C'est ici que l'affaire change d'échelle. Car si Euroclear peut être exposé hors d'Europe, alors le conflit sort du cadre strictement euro-russe. Il devient mondial. La Belgique l'a parfaitement compris. En tant que pays hôte d'Euroclear, elle se retrouve en première ligne. Si tout se passe bien, l'UE finance l'Ukraine et affiche son unité. Mais si les choses tournent mal, la facture pourrait être colossale pour Bruxelles, tant sur le plan financier que juridique. C'est pour cette raison que la Belgique exige des garanties, allant jusqu'à envisager des actions en justice si ses intérêts ne sont pas protégés. Même l'Allemagne a proposé jusqu'à 50 milliards d'euros de garanties, ce qui en dit long sur le niveau de risque perçu. Pendant ce temps, un acteur observe attentivement, sans faire de bruit, la Chine. Pékin n'a pas besoin de commenter officiellement cette affaire. Elle valide, point par point, tout ce que les autorités chinoises dénoncent depuis plus d'une décennie. La transformation du dollar et de l'euro en arme géopolitique, la politisation du droit financier et la fragilité réelle des réserves détenues dans le système occidental. Pour la Chine, ce dossier renforce la logique de diversification. Le développement du système de paiement CIPS, les accords bilatéraux en monnaie locale, l'accumulation d'or et la réduction progressive de l'exposition aux actifs occidentaux. Et la Chine n'est pas seule. Le Sud global observe lui aussi. L'Inde, le Brésil, l'Arabie saoudite ou encore l'Indonésie voient se dessiner un message clair. La souveraineté financière dépend désormais de l'alignement politique. Ce n'est pas un cas isolé. L'Iran, le Venezuela, l'Afghanistan et aujourd'hui la Russie en ont fait l'expérience. À chaque fois, la même conclusion s'impose. Ce qui était autrefois impensable devient désormais normalisé. Dans ce contexte, la Russie n'a même pas besoin de gagner ce procès pour sortir victorieuse. Car le véritable objectif est ailleurs. Il est dans le doute qu'elle instille, dans la méfiance qu'elle provoque, et dans la remise en question profonde de la crédibilité du système financier occidental. Dans le monde de la finance, la perte de confiance est plus destructrice que n'importe quelle sanction. L'euro, en particulier, ressort fragilisé de cette séquence. Car cette crise révèle une réalité souvent ignorée. L'Union européenne n'est pas un État unifié, mais une coalition politique aux intérêts parfois divergents. Lorsque Bruxelles doit recourir à des mécanismes d'urgence, comme l'article 122 des traités, pour imposer une décision aussi lourde de conséquences, cela révèle autant une capacité d'action qu'un aveu de vulnérabilité. L'Occident n'avait sans doute pas beaucoup d'options. Sans ces fonds, l'Ukraine manquerait de ressources, et l'effort stratégique européen serait mis en péril. Mais ce choix du court terme ouvre un risque bien plus large à long terme. Celui d'un monde financier fragmenté, où la neutralité disparaît, où les réserves sont dispersées, et où la finance devient explicitement politique. La plainte russe contre Euroclear n'est donc pas un simple épisode juridique. C'est un signal historique. Elle marque peut-être le début de la fin d'un système fondé sur la confiance implicite, au profit d'un monde monétaire multipolaire, méfiant et stratifié. La vraie question n'est pas de savoir qui gagnera ce procès, mais combien de pays accepteront encore de confier leur richesse à un système qui a cessé d'être neutre? Car une fois la confiance brisée, elle ne revient jamais complètement. Pensez-vous que geler les réserves d'un pays est une mesure légitime ou une ligne rouge dangereuse pour le système financier mondial? Après l'affaire Euroclear, peut-on encore faire confiance au système financier occidental pour stocker des réserves nationales? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires et retrouvons-nous là-bas pour élargir le débat et pour nous édifier davantage. Et surtout, si vous aimez cette analyse du Journal de l'innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses.
Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.